Oui, aussi, oui. En tout cas, non, c'est très juste tout ce que tu disais, Thierry, sur le fait que le film véhicule beaucoup d'espoir et d'humanité dans cette période de 14 qui était absolument terrible. Et on vit un peu la même chose. Et à l'époque, il y avait cette désinformation dans les journaux, où c'était vraiment l'apogée de la révolution de l'imprimerie et tous ces journaux qui racontaient n'importe quoi sur les Allemands qui venaient tuer, qui passaient la frontière pour égorger femmes et enfants. Et donc, qui faisaient croire aux soldats français que la guerre allait se terminer avant Noël et qu'ils passeraient Noël à la maison. Ils partaient, ce qu'on disait à l'époque, la fleur au fusil. Et voilà, ils ont déchanté très très vite. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec la désinformation d'Internet et la surinformation qui devient de la désinformation, puisque on n'est que dans la forme et plus du tout dans le fond, et dans le sensationnel et plus du tout dans l'intellectuel. Et c'est intéressant de voir quand justement on revient à un rapport plus humain, plus proche, plus intime et moins globalisé. L'humanité revient en fait, le lien revient et l'empathie surtout revient. Voilà. Ce qui nous manque cruellement sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, précisons que ils sont allés tout à l'heure à la maison d'arrêt de Corba, pour montrer le film à des prisonniers et à des prisonnières, à des détenus, hommes et femmes, et que là aussi, j'imagine que l'accueil a été très universel. D'abord, ils étaient très contents pour y aller voir, Ouais. clairement. Surtout toi, Denis, ils étaient contents de te voir. Oui, vous voulez me garder. Et puis, t'as pas un passé judiciaire suffisant. Et puis, non, c'était touchant, oui, de discuter avec eux ce matin, projection scolaire, au Pâté-Bellecour. Et comme je l'ai dit, c'était important aussi les scolaires, parce que moi, ma plus grande fierté, peut-être, j'ai eu plusieurs moments de bonheur, et tu as cité celui de Cannes, évidemment. Merci d'avoir fait confiance au film. Moi, c'est la première fois que j'allais à Cannes, c'était extraordinaire. Ah, cette soirée, Mais ça a été une projection inouïe, il faut dire. Extraordinaire. À la fin, la standing ovation de la fin. le film nous échappe, c'est la salle qui s'en empare. Et on l'avait pas vu, nous, Et voilà. Et les acteurs ne l'avaient pas vu. Et depuis, Moi, je l'ai vu plein de fois. Je le regarde tous les soirs. Et voilà, et donc c'était une soirée magique, et à partir de là, le destin du film a tout changé, a été complètement changé. Il n'y a pas d'Oscar, on ne va pas en tout cas à la soirée des Oscars, au Golden Globe, etc., si on n'est pas passé par cette soirée-là à Cannes. Je me souviens aussi d'être venu cette année-là montrer le film ici. Bertrand Tavernier était parmi nous. Je me souviens d'avoir beaucoup discuté, évidemment, La vie à rien d'autre, le capitaine Conan, son parcours dans la guerre de 14, si je puis dire. Très heureux aussi le film s'ouvre sur les autochromes. Quand je suis arrivé à Lyon, mon premier choc aussi, c'est quand même à l'Institut Lumière de découvrir, parce que j'ignorais totalement le travail des frères Lumière sur les autochromes, sublime. et l'invention de la photo en couleur, voilà. Et d'ouvrir le film avec les autochromes, et que le film soit projeté ici, évidemment, ça fait plaisir. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que grâce au film, et c'est ça où il faut toujours croire au cinéma, c'est que maintenant on enseigne dans les écoles les fraternisations. Moi je viens du Nord-Pas-de-Calais, le pays 14-18, puisque le front est resté pendant 4 ans en gros dans mon village. Et donc il est impossible de ne pas se cogner dans les souvenirs de 14-18. Mais malgré tout, jamais personne ne m'avait raconté ce qui s'était passé le soir de Noël 1914. C'est par hasard, en arrivant à Lyon, encore une fois, à Bellecour, à la FNAC, que je tombe sur un bouquin, Combat en Flandre et Artois, donc je l'achète, Flandre et Artois, mon patrie natale. Et dans ce bouquin, il y a une page qui s'appelle L'incroyable Noël de 1914, en gros la bande-annonce du film que vous allez voir. Et je lis ce bouquin, 91, et j'ai les larmes aux yeux de savoir que ça a pu se faire. Et je vais n'avoir de cesse de savoir la vérité sur cette histoire, d'en découvrir beaucoup, beaucoup plus. On va mettre du temps avec Christophe pour monter le film. On en fera un avant, parce que celui-là il est quand même un peu cher, et celui d'avant c'était Une hirondelle a fait le printemps, avec Michel Serrault et Mathilde Séné, qu'on avait tourné sur le plateau du Vercors. Et le succès de ce film agricole
nous a permis d'embrayer et de pouvoir produire ce film-là. Et voilà, depuis, grâce à ce film, eh bien, à l'époque, il y a 20 ans, les profs se sont emparés du film et ont fait des programmes scolaires. Et c'est rentré dans les manuels scolaires. Et moi, rien que pour ça, maintenant je peux aller me coucher. Enfin, je vais pas me coucher quand même. Et j'étais vraiment, voilà, c'est ce que je voulais, c'est qu'on n'oublie pas que ce soir en 1914, des hommes ont posé le fusil pour aller voir celui d'en face. Et essayer de comprendre. Et apprendre à se connaître un minimum. Ça n'a pas empêché la guerre, évidemment. Mais c'est pas grave, ça a existé. C'était donc possible. Ça, c'était vraiment le but du film, c'est voilà, de redonner la parole, entre guillemets, à ces oubliés de l'histoire, parce que j'avais bien vu à quel point en France, surtout en France, malheureusement, tout avait été fait pour que jamais ça se sache. Quoi. Il y avait la censure, clairement. Les journaux de l'époque... Les Sentiers de la Gloire, Kubrick avait été censuré en France pendant une vingtaine d'années. Oui, absolument. Bertrand nous avait raconté qu'il allait voir le film à Bruxelles. En France, c'était interdit. C'est Giscard qui a fait sauter le verrou. Bon. Donc il y a un problème quand même avec l'armée française, avec le cinéma. Bon, les choses se passent au bout d'un moment, mais nous, on n'a pas pu tourner en France. Le Joyeux Noël était tourné en Roumanie. Mais dis-le pas ça. Parce qu'on croit que c'est la France. Une partie, on aimait, parce que l'armée française... On a tourné dans le Nord aussi. On a tourné en Nord-Pas-de-Calais un petit peu. Ouais. Mais le terrain militaire français les avait interdit, parce que nous nous a dit, mais non, l'armée française ne peut pas être partenaire d'un film sur des rebelles. Je dis, attendez, bon, en 14, je comprends que c'est pas compliqué, mais en 2004, à l'époque, 90 ans après, serrer la main d'ennemi, c'est un acte de trahison, ça ne change rien. Bon. Donc on s'est exilé, on a fait le film là-bas, mais néanmoins le film est sorti en France, grâce au Festival de Cannes, et la France a accueilli le film comme il se devait, donc on peut faire des choses, on n'est pas dans un pays, tout est... Comme le film de Kubrick 20 ans après. Exactement. Oui, c'est un peu ça. Mais toi, David, t'avais pas tant fait que ça de cinéma. Non, beaucoup de porno et... D'ailleurs, je t'avais vu En plus, mon attaché presse me dit ne parle pas de ton ancienne carrière. C'est pas la peine. Non, j'avais tourné très peu. J'avais joué un médecin dans Le Grand Blanc de Lambaréné, un film de Bassek Pacobio, un film sur Schweitzer, joué par André Wims, et sa femme Marie-Isabelle Hanson jouait sa femme. Il est sorti en C'est salle. le premier rôle. Oui, il est sorti en salle 2 jours. Le troisième jour, ils ont récupéré la copie. de la minute de copie. Un film n'a pas marché du tout, mais c'était ma première expérience de cinéma où je jouais à l'époque au Lucernaire à Paris, en one-man show, et le réalisateur et le producteur sont venus voir en disant Hugues Nunn, le réalisateur, le producteur, en disant on voudrait t'offrir un rôle au cinéma du docteur Altmeyer. C'était un rôle très sérieux d'un médecin qui avait existé, alsacien, envoyé chez Schweitzer à Lambaréné, il n'avait pas supporté, il s'était suicidé. Là. Et ouais, un truc dramatique, alors que j'étais comique. Et comme j'avais peu de travail, j'ai dit d'accord, je viens. Le scénario était très intéressant. Voilà. Mais j'avais fait ça et c'est tout. Et après, vous étiez venu me voir au Lucernaire. Oui. Je me souviens encore très précisément, on est allé rue Vavin, deux ch'tis en plus, donc 3 ch'tis, rue Vavin, à boire de la bière et à discuter de Joyeux Noël. Et voilà, moi j'avais vu une rondelle que j'avais adorée. Et donc je dis, moi, je serais super heureux de tourner. C'était mon premier rôle important. J'avais même été. J'ai eu une nomination Au César. Au César. Meilleur second rôle. Exact, que je n'ai pas eu, évidemment. Mais, voilà. Non, c'était un moment très important, surtout dans la direction, parce que j'ai retrouvé Christian avec bonheur pour Une belle course, ce film magnifique, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Lynn Renaud, qui est bouleversant, et toute la délicatesse, toute l'humanité, tout le savoir-faire et le talent de Christian, voilà, c'est lui, quoi. C'est un homme têtu, on peut dire, hein, c'est vrai. Mais il a une humanité dingue qu'il arrive à faire passer à travers ce qu'il écrit, à travers ses acteurs, à nous faire jouer des choses très belles, quoi. Moi, j'ai le souvenir sur Joyeux Noël,
enfin, je ne vais pas dévoiler, mais il y a une scène un peu dramatique à la fin avec moi, avec Guillaume Canet et moi, et je jouais la scène, et je pleurais d'émotion, alors qu'il ne fallait pas que je pleure, mais j'étais dévasté, en même temps de raconter aussi cette histoire vraie. Moi, avec l'image de mon grand-père qui avait été blessé sur le No Man's Land, dont le numéro de régiment était le même que celui dans le film, parce que j'ai récupéré des photos dans ma famille, là, c'était des moments, c'était un début de cinéma merveilleux, quoi. Voilà. Et c'est vrai que de jouer une histoire vraie, c'est particulier. Et je me souviens du soir, on fait sur plusieurs soirées de tournage les fraternisations, donc il y a beaucoup de figurants, etc. Et Daniel Brühl était extrêmement tendu. Daniel Brühl, c'est l'acteur allemand. Il y a aussi le jeune Daniel Brühl. Ouais, qui joue le lieutenant allemand. Et donc je vais le voir pour essayer de détendre. Et je lui dis, il me dit, ce soir il y a du monde. Hein. Je dis, ouais, il y a 400 figurants. Il me dit, non. Il y a les fantômes de ceux qui ont réellement fraternisé qui sont là. Je ne sais pas ce que tu as vu à midi, mais. Et il était hanté, enfin pas hanté, mais disons. Pour lui, c'était très important de faire quelque chose qui ait réellement existé. Et je pense que beaucoup d'acteurs, Gary Lewis se baladait, il avait dans son costume, dans sa poche, dans un plastique, les lettres de son arrière-grand-père mort à la bataille de la Somme. Et il les lisait avant chaque scène. Il demandait 5 minutes. Et il revenait, il était dans un état propice au jeu. Et beaucoup ont joué avec toi. J'ai la photo de mon grand-père en soldat sur moi. Ouais. Ah ouais. Et surtout, j'avais lu ces lettres, ce bouquin sur les lettres des soldats de la guerre 14, de cette période-là, de la fraternisation, qui est bouleversant d'ailleurs. Ces lettres où les soldats écrivaient à leur famille, évidemment, l'affaire a été étouffée. Mais ils écrivaient à leur famille en disant on a passé Noël et Nouvel An ensemble. Quoi. Et, donc et d'ailleurs, attrapez ça sur Internet, ou si vous avez le CD, une chanson extraordinaire de Maxime Le Forestier qui s'appelle Les Lettres et qui parle précisément de cet automne 14. En chanson, c'est le plus beau résumé poignant de la guerre de 14. Donc oui, Gary Lewis qui fait... Beno Furman, c'est qui déjà? Beno Furman, c'est lui qui joue le ténor. Ah oui, c'est ça, vous verrez, au début du film, tout ça. Non, je voudrais dire 2 autres choses. Alors, une belle course qui est sortie en 23. Non, 2022. 22. Donc en 2042, on fera l'avant-première. On fera l'avant-première. Que le film ressort le 12. Et je voudrais saluer aussi la présence de Philippe Chevassu de Tamassa qui va le sortir. Remercier aussi Dany pour la réplique dans les ch'tis quand il dit au nord, il dit Aix-en-Provence. Non, plus au nord, il dit non, Lyon. C'est notre réplique préférée. Je vais le dire publiquement dans le. Heureusement qu'il n'a pas dit ça. Ça fait très. Parce que là, le film n'aurait pas marché. Oui, beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est sûr. Et sauf si vous avez à rajouter, messieurs. Moi, je veux rajouter. Ah oui, parce que t'as pas parlé. Non, c'est pas rien dit. C'est pas grave. Oui. Je veux rajouter un truc parce que Christian a dit plusieurs fois que vous alliez regarder, pour ceux qui n'ont pas vu le film, l'histoire vraie. J'ai une petite anecdote avec ça. On est donc à Cannes, beau succès, le film est vendu partout. Heureusement, on ne l'a pas vendu à M. Weinstein, il a été vendu à un autre américain. Voilà. Et à l'arrivée, on sait que le film, un an après, va être diffusé sur Canal+. Voilà. Et le patron du cinéma, Manuel Alduy, nous demande à nous voir et il dit les garçons, on aimerait bien que vous fassiez une sorte de petit documentaire pour accompagner la diffusion du film sur Canal+. Et vous racontez ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors avec Christian, on se marre intérieurement, il dit mais vous appelez ça comme vous voulez, voilà. Mais vous vraiment, c'est didactique. Et Christian il dit bah, ça va s'appeler le vrai du vrai, parce que tout est vrai. Voilà. Ce que vous allez voir dans la moindre anecdote, le moindre détail, c'est vrai. Voilà. Sans vous dévoiler le film, il y a un chat à un moment donné. Tout ce que vit ce chat dans le film, c'est vrai. C'est documenté. Et grâce au succès du film, cette fois l'armée française, avec ses archives de Vincennes,
a ouvert à Christian les archives qui ont alimenté ce documentaire, Le Vrai du Vrai, et où Christian a filmé des choses qu'il n'avait plus accès, un historien t'avait dit que, etc., etc. Et en fait, là, on t'a sorti des archives et tu dis, mais c'est dingue, j'ai juste qu'à les filmer, c'est une pièce écrite de généraux, de l'état-major, qui prennent des décisions, des choses, des rapports sur tout ce qui s'est passé ce soir-là à plusieurs endroits. Alors, on parlera des ordres, on ne va pas le faire. Mais c'est vrai que quand on a fait ce documentaire-là, j'étais revenu, c'est la première fois que j'ai fait cette enquête, c'était au début des années 90. Et on a mis 10 ans à digérer tout ça. Et pour le Canal+, j'ai dû retourner donc au château de Vincennes, c'est là où sont la mémoire de l'armée française. Là, c'était que des civils, alors que au début des années 90, c'était que des militaires.